Alors, dans ce document, on va présenter l'exercice pile LL, donc la pile implémentée sous forme de liste chaînée. Donc, l'objectif de l'exercice, laisser tomber le complet, c'est créer une pile basée sur une liste simplement chaînée. Les préalables, en fait, c'est voir la théorie qu'on avait expliquée avant, et aussi l'exercice précédent, pile statique. Pour ce qui est de la mise en place, vous avez ici la pile LL, c'est une nouvelle classe que vous devez coder, qui va implémenter l'interface IPILT, encore une fois. Et à l'intérieur de cette classe-là, vous allez définir une classe imbriquée, nœud, qui va correspondre au fameux nœud qu'on va enchaîner dans notre pile. Donc cette classe nœud-là possède deux champs publics. Okay. Donc il s'agit d'une classe de données, donc on n'a pas besoin d'avoir des champs privés ou des choses comme ça. Donc on a deux champs, on a notre item qui est stocké dans notre nœud, et on a le suivant, ici, qui pointe vers le nœud suivant, qui évidemment, dans ce cas-là, est un champ nullable, parce que ça se peut que le suivant soit nul. Après ça, on a un constructeur, ici, qui permet de construire un nouveau nœud avec un item et un lien vers le nœud suivant, le cas échéant, qui par défaut est nul, avec l'initialisation. Donc, voici, ça c'est une classe imbriquée dans une classe. C'est une classe privée, donc elle est utilisable uniquement à l'intérieur d'une classe. Cette définition-là. Alors, on a la tête de la liste ici, qui va être l'élément head. Dans ce cas-là, vu que c'est un champ privé, on le précède de 2 underscores, et ce champ-là est égal à nul automatiquement. Oups. Ensuite de ça, on crée un constructeur, ici, qui permet de construire une nouvelle pile. Okay, donc, c'est pas le constructeur ici de notre nœud, c'est le constructeur de la pile. Dans ce cas-là, le constructeur, c'est un constructeur, en quelque sorte, par défaut. On n'a absolument rien de spécial à faire. Donc, on n'a rien de spécial parce qu'ici, on initialise notre champ à nul. Okay? Puis, il n'y a pas d'autre champ à initialiser. Donc, c'est quoi l'objectif d'un constructeur? Vérifier les arguments, initialiser les champs. Il n'y a pas d'argument, donc il n'y a pas de vérification à faire. Il faut initialiser le champ head, on l'a déjà initialisé à la ligne 20, donc il n'y a rien à faire. Donc, le corps de notre constructeur peut être entièrement vide. Et après ça, il faut ajouter le reste ici de l'interface. Donc, pour ajouter le reste de l'interface, il suffit de faire comme vous avez fait dans l'exercice précédent. Après ça, vous allez ajouter le test tpil.ll, le fichier en question, et normalement, vous allez pouvoir tester à partir de là, et ça devrait fonctionner. Donc, c'est juste un fonctionnement de base qui va être établi, donc on n'a pas encore débloqué tous les autres trucs. Et après ça, vous allez versionner sur Git. Alors, on part maintenant dans la deuxième partie, qui est on va parler un peu de la gestion des valeurs nulles. Donc, c'est un peu pour vous mettre au parfum de comment ça fonctionne, cette chose-là. Donc, désolé ici de ces interruptions pendant que je suis en train de faire des vidéos. Donc, sur la gestion des valeurs nulles, en fait, il faudra peut-être que je m'arrange pour comme faire ma saisie d'écran pour pas que ça pop là. Donc, sur la gestion des valeurs nulles, donc il peut arriver que le head, okay, ou la tête de la liste, et que ou la racine de la liste, vous préférez la tête, la racine ou le head, ça se peut, ou le pointeur suivant dans la liste chaînée, ça se peut que ça soit nul. Okay? Donc, c'est des valeurs nullables. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si jamais Visual Studio détecte que cette valeur-là est possiblement nulle, puis que vous n'avez pas pris en compte cette possibilité-là dans votre code, Visual Studio va vous servir un avertissement. Puis cet avertissement-là, il ne s'agit pas de le masquer d'une manière quelconque, puis de dire « Ah, Visual Studio, il ne sait pas ce qu'il fait, moi je sais ce que je fais. » Non. Visual Studio, en général, il sait exactement ce qu'il fait. Fait que si vous dit que vous ne gérez pas votre valeur nulle, c'est parce que vous êtes dans le trouble. Okay?
Donc, il faut que vous gériez votre valeur nulle. Bon, une autre affaire qui pop. Je pense que je vais changer d'écran pour mes saisies la prochaine fois. Donc, en général, Visual Studio est assez brillant pour analyser ce que vous faites. Donc, s'il vous donne un avertissement, c'est parce que vous avez un problème. Et, évidemment, je dois aussi vous rappeler, ça c'est en passant, mais je veux dire, c'est comme ça, c'est que, évidemment, votre code ne doit contenir aucun avertissement au moment de la remise. Donc, l'avertissement typique que vous allez recevoir, c'est l'avertissement que vous avez là, l'avertissement CS8602. Bon, on se fout pas mal du numéro, mais c'est le déréférencement d'une éventuelle référence nulle. Bon, ça veut dire que vous essayez d'utiliser une variable potentiellement nulle sans avoir vérifié au préalable que cette variable-là n'était pas nulle avant de l'utiliser. C'est ça que ça veut dire. Okay? Donc, ce message-là qui a l'air un peu bizarre, là, ça veut dire vérifie que c'est pas nul avant de t'en servir. C'est ça que ça veut dire. Ici, on va présenter un exemple. Donc, supposons que vous faites le code suivant. Vous faites tête égale tête point suivant. Donc, head égale head point suivant. Donc, ça veut dire que vous partez, par exemple, vous allez faire ça quand vous allez vouloir supprimer un champ. Vous allez pouvoir supprimer la tête de la liste. Okay, pour supprimer la tête de la liste, c'est ça qu'il faut faire. Head égale head point suivant. Donc, si vous faites ça, cette instruction-là, directement comme ça dans votre méthode, ben Visual Studio va vous souligner ça en vert, puis va vous mettre un avertissement. OK? Il va vous dire head a peut-être une valeur nulle ici. Parce que c'est vrai, vous n'avez pas vérifié avant si head était nul ou pas. Donc, il faut vérifier que head est nul ou pas avant. OK? Puis, qu'est-ce qui va se passer si head est nul, puis vous ne vérifiez pas? Ben, vous allez avoir une exception au moment d'exécuter votre code. Vous allez avoir une null reference exception. Donc, pour se débarrasser de l'avertissement, entre guillemets, débarrasser, OK, il faut faire comprendre à Visual Studio que dans ce contexte-là, head ne peut pas être nul. Il y a plusieurs manières d'arriver à ça. Okay. Alors, une des premières façons, ou la façon, disons, la meilleure, c'est d'ajouter ce qu'on appelle une condition de garde. Donc, une condition de garde, c'est une condition qui fait clairement comprendre à Visual Studio que la valeur nulle est impossible rendue à cet endroit-là. Okay? Par exemple, si vous dites si head est différent de nul, alors head égale head point suivant. Donc, c'est sûr que head ne peut pas être nul rendu ici. Okay? Si vous dites tant que head n'est pas nul, head égale head point suivant. Ça permet de parcourir la liste chaînée au complet. Okay? Donc, tant que head n'est pas nul, head égale head point suivant. Donc, head ne peut pas être nul ici. Donc, Visual Studio est content. Si head égale nul, on termine la méthode. Sinon, head égale head point suivant. Ça aussi, ça fonctionne. Parce que si head est nul, on a fini. Donc, ici, c'est sûr que head n'est pas nul. Si head est nul, alors, on lève une exception. Sinon, on fait head égale head point suivant. Donc, c'est sûr que quand on exécute ça, c'est sûr que head est pas nul. Okay? Donc, ça, c'est toutes des manières de mettre une condition de garde qui font en sorte que Visual Studio est capable de dire head n'est pas nul à cet endroit-là. Okay? Donc, la valeur nullable n'est pas nulle à cette place-là. Alors, parfois, il peut arriver que vous êtes certain que la valeur nullable n'est pas nulle, mais Visual Studio, lui, il n'a pas réussi. Vous pouvez pas mettre, ça vous sert à rien de mettre une condition de garde. Vous pourriez en mettre une, mais vous le savez que c'est pas nul. Okay? Ça arrive des fois dans certaines circonstances. C'est rare, mais ça peut arriver. Okay? Donc, quand ça arrive, il faut que vous indiquiez à Visual Studio d'une autre manière que head ne peut pas être nul. Vous pouvez faire ça avec une assertion. Vous faites un debug.assert, vous dites Visual Studio, je te certifie qu'à cet endroit-là, head ne peut pas être nul, quoi qu'il se passe. Donc, si vous faites ça, Visual Studio est assez intelligent pour se dire, ah, OK, il est sûr que c'est pas nul. Ça fait que, on va considérer que c'est pas nul pour l'année suivante, fait qu'il enlève l'avertissement. Évidemment, si vous vous trompez, si votre assertion, vous vous trompez dans votre assertion, il va y avoir une exception qui va être levée au moment de l'exécution de votre programme. Okay? Donc, moi, personnellement, je vous conseille de ne pas abuser de cette technique-là. Vous en servez juste si vous ne pouvez pas utiliser la technique
la diapo précédente. Bon, il existe d'autres techniques pour gérer les valeurs nulles, comme par exemple l'utilisation du point d'exclamation ou du point d'interrogation. Mais là, je pense que je vous en ai assez dit pour le moment dans votre approche des valeurs nulles pour oublier un peu ces techniques-là un peu plus avancées, qu'on verra peut-être plus tard dans le cours si ça se trouve qu'on en a besoin. Mais c'est ça. Pour l'instant, je tiens à préserver, disons, à vous limiter un peu dans ce que, à vous faire comprendre en fait comment utiliser les valeurs nulles à la base, sans utiliser ces trucs-là un peu plus sophistiqués qui font en sorte que ça permet de refaire du code plus compact, mais c'est à peu près tout ce que ça vous donne. Donc, les deux choses que vous devez maîtriser d'abord, c'est l'utilisation de conditions de garde, et après ça, l'utilisation d'assertion, si jamais Visual Studio est mélangé dans votre affaire, mais que vous ne l'êtes pas, puis vous savez ce que vous faites. Donc, autrement dit, ici, quand vous utilisez des assertions, vous dites, moi je suis majeur et vacciné, je sais ce que je suis en train de faire. Bon, les méthodes et les propriétés. Donc, vous allez d'abord coder la propriété isEmpty. Et ensuite de ça, vous allez débloquer les tests correspondants avec la première ligne. Vous allez tester, vous allez versionner. Donc, à propos des tests, juste pour vous parler un peu de quelque chose, c'est qu'il y a deux sortes de tests qu'on peut appliquer en informatique, ou pas juste en informatique, en électronique, puis dans la vraie vie, un peu partout, quand on veut tester des choses. Il y a ce qu'on appelle des tests de boîte blanche, des tests de boîte noire. Dans un test de boîte blanche, ça veut dire qu'on voit au travers de la boîte. Donc, on est capable d'aller tester, par exemple, si on prend un téléviseur, ben, un test de boîte blanche, un test de boîte... On va commencer par le test de boîte noire, parce qu'en réalité, je ne sais pas pourquoi je parle de boîte blanche avant, là, mais on va parler de la boîte noire en premier. Donc, dans un test de boîte noire, mettons que vous voulez tester un téléviseur, ben, vous allez tester juste les boutons que ça a TV. Vous n'allez pas tester à l'intérieur de la télé. Vous n'ouvrirez pas la télévision pour aller tester les circuits électroniques à l'intérieur de la télévision. Vous allez juste tester les boutons. Si je change de canal, est-ce que ça change de canal? Bon, là, je vous parle d'une affaire qui n'existe même plus de nos jours. Mais je veux dire, mettons qu'on prend la radio. Si je change de poste à radio, est-ce que ça change de poste? Puis si je ferme la radio, est-ce que ça ferme la radio? Puis si j'allume la radio, est-ce que ça allume la radio? Donc ça, c'est des tests de boîte noire. C'est des tests qu'on fait sans ouvrir l'appareil. Les tests de boîte blanche, c'est des tests qu'on fait en ouvrant l'appareil pendant voir à l'intérieur si certaines composantes fonctionnent ou ne fonctionnent pas. C'est la même chose pour les classes en informatique. Un test de boîte noire, c'est tester une classe, un objet, uniquement avec son interface, sans aller voir les champs qu'il y a à l'intérieur. Les champs qui sont cachés, qui sont private. Donc, dans un test de boîte noire, on teste juste ce qui est public d'une classe, d'un objet, mais on ne teste pas ce qui est private ou protected. Dans un test de boîte blanche, on peut aller tester qu'est-ce qui est private et qu'est-ce qui est protected. Mais les tests de boîte blanche ont certains inconvénients. Oui, ils permettent d'aller voir à l'intérieur, mais vous avez aussi un inconvénient. Si vous allez voir à l'intérieur, que la personne modifie qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, votre test n'est plus approprié à ce que vous vouliez faire avant. Donc, il faut modifier le test. Donc, les tests de boîte noire sont plus, disons, résistants aux changements que vous allez faire. Mais par contre, des fois, les tests de boîte noire, c'est que il faut, vous allez avoir besoin qu'il y ait plusieurs choses qui fonctionnent en même temps pour votre test sera moins précis pour signaler des problèmes. Donc un problème, vous ne saurez pas exactement c'est quelle composante à l'intérieur qui est le problème quand vous avez une erreur de boîte noire. Donc moi la série de tests que je vous fournis, c'est des tests de boîte noire. C'est des tests de boîte noire, ce qui fait en sorte que ici, on parle des conséquences des tests de boîte noire. Par exemple, si on prend isEmpty. Donc, est-ce que cette propriété-là va être entièrement testée avec le test que je vous ai fait ici? Pas vraiment. Parce que, pour l'instant, j'ai rien rajouté encore dans votre... Le test n'a rien rajouté encore. On n'a pas encore testé push. Ça fait que ça prend push pour mettre quelque chose dans la liste chaînée. Donc, tant qu'on n'a pas fait de push, isEmpty, la seule chose qui teste, c'est est-ce que cette valeur-là est true lorsqu'il n'y a rien dans la pile, mais on n'a pas encore testé si la valeur est false si on met quelque chose dans la pile, parce qu'on n'a pas encore ce qui permet de mettre quelque chose dans la pile.
Donc, on a juste fait la moitié du test en réalité. Donc, même si le test ici vous dit is empty, ça marche, mais ça se peut que plus tard, vous allez coder push, puis ça se peut que is empty, ça marche plus. OK? Fait que c'est ça que je veux vous mettre, que je veux que vous preniez conscience ici. Okay? Donc, c'est ce que j'explique ici. Je ne le réexpliquerai pas. Donc, maintenant, vous allez coder la méthode push. OK? Vous allez bloquer le test push avec la deuxième ligne du fichier. Puis vous allez tester. Donc, encore une fois, on teste push, mais le push, on ne le teste pas complètement. Encore une fois, parce que il y a d'autres choses qui manquent pour pouvoir tester entièrement le push. Okay? Donc, une fois qu'on a fait push, ben normalement, on fera un peek pour aller voir si ça marche ou pas, qu'est-ce qu'on a dessus. Mais le peek, on le ferait juste à la prochaine étape. Donc, voilà rendu le moment de faire peek. Vous codez ça, et ensuite de ça, vous allez faire, vous allez débloquer les tests en commande, des commentaires à la troisième ligne du fichier. Après ça, vous allez tester, vous allez versionner. Après ça, vous allez faire la même chose avec count. Et finalement, vous allez terminer avec pop. Donc, une fois que vous allez avoir fait toutes les méthodes, là, le test, quand il va marcher, il va pouvoir vous dire, OK, là, c'est sûr que ma pile, elle fonctionne. Okay. À ce moment-là, vous allez pouvoir être certain que votre pile fonctionne. C'est bien beau avoir une pile qui fonctionne, maintenant votre pile LL qui fonctionne, mais est-ce que la pile fonctionne dans un contexte réel d'utilisation? Ok, là je suis désolé de toutes ces interférences. Est-ce que la pile fonctionne réellement dans un contexte d'utilisation? On va l'appliquer à l'application parenthèse. Okay. Donc, on va mettre à profit notre nouvelle pile LL dans l'application parenthèse. On va dire que notre application parenthèse va être, ici on va modifier. On va modifier, d'abord on va faire en sorte que notre application parenthèse, on va ajouter une référence vers la pile libre. Ensuite de ça, on va modifier notre message d'accueil ici pour dire que la vérification de parenthèse est faite par, bon, un certain votre nom à vous. Après ça, cette vérification-là peut être basée potentiellement sur une pile de caractères LL de caractères ou une pile LL d'entier, dépendamment de quelle technique vous avez utilisée. Okay, ça se peut que les deux aussi, vous les ayez utilisés, je sais pas. En tout cas, peu importe. Mais il y a un moyen de le faire avec les deux. Okay. Donc, vous allez modifier le message introductif comme ceci. Après ça, vous allez remplacer dans votre cas l'utilisation du stack par votre pile LL. Après ça, vous allez valider comment fonctionne votre... vous allez valider le fonctionnement de votre pile, de votre application parenthèse. Okay. Donc, si jamais votre application parenthèse, vous ne l'avez pas faite et elle ne fonctionne pas bien, vous pourriez toujours faire la validation avec l'autre application, l'application T-Décode, l'application décodée, ok, décodeur. Mais j'aime mieux que vous fassiez avec parenthèse parce que ça permet d'avoir parce qu'avant vous avez utilisé la pile statique, donc ça permet d'avoir la pile statique qui est dans le... Ça permet d'avoir la pile... Je suis déconcentré, je suis désolé. Ça permet d'avoir la pile statique qui est appliquée à décoder et d'avoir la pile LL qui est appliquée à parenthèse. Donc, vous allez ici exécuter ces instructions-là pour voir que tout fonctionne bien. Donc, si jamais vous avez des bugs, ben, vous avez des bugs, ok. Mais je veux dire, c'est pas catastrophique. Ou si vous n'allez pas, ici, ça va pas nécessairement faire toutes ces choses-là parce qu'il y a des choses là-dedans que c'était des bonus. Okay. Donc, si c'était des bonus, ça s'affichera pas, mais c'est pas grave. Okay, parce que moi, je corrige pas deux fois votre parenthèse. Là. Je veux juste vérifier que votre pile LL, elle s'applique correctement ou elle roule correctement dans votre application parenthèse. Donc, vous allez prendre votre saisie, vous allez la répéter ici. Ensuite de ça, vous allez valider que si jamais vous recherchez le mot stack dans si jamais vous recherchez le mot stack dans votre application, vous allez voir que le mot stack n'existe plus dans votre projet. Okay. Donc, une fois que vous allez valider que le mot stack n'existe plus, vous allez exécuter les tests parenthèses pour vérifier que le test parenthèse fonctionne encore. Parce que normalement, si vous avez remplacé une pile par une autre pile, votre application devrait encore fonctionner, puis les tests devraient encore fonctionner. Donc, en roulant les tests de parenthèse, ça va encore fonctionner.
Autrement dit, vos tests, tous vos tests devraient encore fonctionner. C'est ça que ça veut dire. Finalement, vous allez, en guise de bonus, si vous sentez le cœur à l'ouvrage, bien que peut-être que ça vous semble immédiatement accessible, vous pouvez coder push, peek et isEmpty comme des one-liners. Donc, je répète, push, peek et isEmpty comme des one-liners donne un bonus de 1 demi-point. Vous allez rajouter un git, un historique ici de git, et toujours les 15 derniers, et finalement, vous allez me remettre votre exercice en validant que vous avez aucune erreur, aucun avertissement, aucun message. Et vous allez remplir ensuite la grille ici d'auto-évaluation avec le somme des points. Vous allez remettre le tout sur les A en incluant votre code et le PowerPoint, le tout zippé ensemble. Voilà, c'est terminé.